Pourquoi est-ce que je vous parle de théorie de la couleur? Parce que les différents systèmes d'impression et de rendu graphique utilisent différents systèmes de couleurs. Principalement, les deux systèmes principaux de rendu de la couleur, c'est la synthèse additive et la synthèse soustractive. La synthèse additive, c'est quoi? C'est je projette de la lumière et j'ai trois couleurs de base qui sont le rouge, le vert et le bleu. Et plus je projette la totalité de ces trois couleurs de base, plus j'ai du blanc. Je vous ai montré déjà un petit film, je pense, où on parlait de la couleur magenta, vous vous souvenez? C'est ici que j'ai projeté ça, je ne m'en souviens plus. Oui, je vous ai projeté ça en système de mise en page. C'est le système qui est utilisé sur vos écrans. C'est le système qui est utilisé aussi sur les vidéoprojecteurs. On projette de la lumière. Quand on ajoute du rouge et du vert, on obtient du jaune. Ça n'a rien à voir avec des crayons de couleur. Quand on est petit, pour faire du vert, on ajoute du jaune et du bleu. Mais ça, c'est de la synthèse soustractive. Vos crayons de couleur fonctionnent en synthèse soustractive. C'est quoi la synthèse soustractive? C'est ce qu'on appelle CMJN, si en magenta jaune noir, ou CMYK. CMYK, en fait, c'est de l'anglais. Hein. C'est cyan, magenta, yellow et black. On ne met pas le B, je ne sais pas pourquoi. La synthèse soustractive, c'est quoi? C'est j'ai une feuille de papier qui est blanc. Si je fais rien, j'ai du blanc. Quand j'ajoute de l'encre, je retire des choses du blanc. Okay? Si j'ajoute de l'encre magenta, eh ben je vais retirer de la lumière qui arrive sur la feuille tout ce qui n'est pas magenta, et il n'y a que ce qui est magenta qui va repartir. Si j'ajoute de l'encre magenta et de l'encre jaune, je vais retirer tout ce qui n'est pas magenta et qui n'est pas jaune, et ne va repartir que ce qui est rouge. Le jaune étant une partie qu'on retire du magenta. Ça va? Donc, ça, c'est de la synthèse soustractive. J'ai du blanc, je retire. Si je mets la totalité de toutes les encres, j'ai du noir. Problème, la synthèse soustractive, théoriquement, ça devrait être cyan, magenta, jaune. En réalité, quand on met de l'encre cyan, de l'encre magenta, de l'encre jaune sur du papier et qu'on mélange, on a l'impression qu'il y a un canard qui a été malade, mais ça ne fait pas du noir. Ça fait du brun vert dégueulasse. Donc on rajoute du noir, mais c'est une contrainte technique à cause de l'imperfection des encres d'imprimerie. Okay? Théoriquement, on ne devrait pas. Mais comme on n'a pas des encres parfaites, on ajoute du noir. Donc, synthèse additive, synthèse soustractive. Synthèse additive, j'ajoute du rouge, du vert, du bleu, et j'obtiens, si j'ajoute tout, du blanc. Synthèse soustractive, j'ai du magenta, du jaune, du cyan. Si j'ajoute tout, j'ai du noir, théoriquement, sauf que, comme ça ne marche pas bien, je suis obligé d'ajouter un petit peu d'encre noire, sinon ça ne marche pas. Il y a d'autres systèmes, ça ce sont des systèmes qui sont habituels, qu'on a l'habitude d'utiliser. En général, on conçoit bien dans notre tête ce que ça donne une couleur avec du rouge, du bleu, du vert, tout ça. Mais c'est des systèmes qui sont imparfaits parce qu'ils sont liés au système de reproduction. La synthèse soustractive, déjà vous le voyez bien, parce qu'on est obligé de travailler en quadrichromie et pas en trichromie, parce que la trichromie, ça ne marche pas. On n'a pas d'encre qui fonctionne assez bien, donc on doit rajouter une encre, ce qui est un peu bizarre. La synthèse additive, c'est bien joli, mais on le sait très bien, quand on projette une image sur un LCD, sur un vidéoprojecteur ou sur un autre écran un peu plus correct, on n'a pas du tout les mêmes couleurs, donc le rendu des couleurs va aussi dépendre du dispositif de reproduction. Donc c'est un problème. Alors il existe d'autres systèmes de reproduction des couleurs, notamment le système LAB, défini par la fameuse Commission internationale de l'électricité, ça s'appelle CIE Lab. Et donc, c'est une définition objective de la quantité, de la couleur perçue en travaillant sur la luminosité et puis deux axes qu'on va appeler A et B. C'est pour ça que c'est LAB, hein, c'est luminosité, axe A, axe B. Et donc, on va avoir une mesure qui est objective, qui ne dépend pas du dispositif. Donc, on va mesurer avec un spectromètre, un spectroscope, et qu'on pourra étalonner. Par contre, le problème, c'est que si je vous donne des coordonnées LAB pour une couleur, aucune idée de ce que ça peut être. Si vous savez que si le premier chiffre, si le premier nombre, le nombre de la luminosité, c'est 0, c'est du noir. Parce que 0, c'est pas de luminosité, donc forcément c'est noir. Quelle que soit la valeur de A et de B, ce sera noir. Si je vous dis que la luminosité c'est 255 et que A et B valent 0, forcément vous savez que c'est du blanc, puisque c'est luminosité maximum, pas de composante A, pas de composante B.
Donc, voilà. Mais ça ne vous dit pas grand-chose d'autre. L'intérêt de LAB, c'est que c'est un système qui est descriptif en dehors d'un système de référence, donc en dehors d'un dispositif. Donc on va pouvoir l'utiliser, par exemple, pour caractériser un écran et pour dire, bah, cet écran-là, quand il affiche 100% de rouge, eh bien on a cette couleur-là en lab. On la mesure avec un spectroscope et on a la valeur objective en lab. Par contre, ce dispositif-là, quand il projette 100% de rouge, ben, on a cette couleur-là en LAB qui est un peu différente. Et en faisant ça, on va pouvoir étudier la manière dont les différents dispositifs reproduisent les couleurs. On va pouvoir le faire aussi pour la quadrille. On a des petits spectroscopes pour mesurer la couleur sur le papier et on peut avoir le rendu des couleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient ce qu'on appelle un gamut. Le gamut, c'est cette zone ici. Donc, ceci, c'est une représentation schématique de la totalité des couleurs du spectre LAB. En général, on la représente comme ça. C'est impossible de représenter toutes les couleurs d'un spectre. C'est en 3 dimensions. Donc, je ne peux jamais vous faire un schéma. C'est impossible. Donc, ici, on a de manière conventionnelle, on représente le truc comme ça. Mais on ne tient pas compte de la luminosité. Alors, vous voyez une comparaison de différents gamut de différents dispositifs. Donc, par exemple, ici, en magenta, vous avez le rendu de la quadrichromie avec des encres classiques. En mauve, vous avez le rendu qui est théoriquement possible avec de la quadrille. Vous voyez qu'il y a déjà un écart entre la théorie et la pratique pour la quadrille. Alors vous avez le gamut d'un moniteur RVB, c'est le noir, et en voyant ça, ben vous vous rendez compte que, par exemple, si vous mettez du rouge à 100% sur votre moniteur, vous n'allez déjà pas voir cette couleur-là, vous allez voir celle-là. Mais en plus, si vous imprimez en quadrille, vous n'allez pas voir cette couleur-là, vous allez avoir celle-là. Donc quand on imprime en quadrille, on n'a jamais les couleurs sur le moniteur. Et ben oui, la quadrille n'imprime pas bien. Le plus gros problème avec la quadrille, c'est le vert. Vert 100%, déjà vous ne savez pas le rendre sur un moniteur, vous aurez ça. Et si vous l'imprimez en quadrille, au mieux, vous aurez ça. Ok ? Donc ça vous montre la limitation des gamut, donc de la quantité de couleurs imprimables de chaque dispositif. Pour faire ça, on va les étalonner en CIE Lab. Donc on va mesurer le résultat réel obtenu sur chaque dispositif avec des couleurs théoriques. Ça va ? Vous voyez qu'il y a de l'hexachromie ici. L'hexachromie, c'est un système d'impression qui utilise 6 encres au lieu de 4 et qui peut théoriquement rendre beaucoup plus de couleurs, évidemment. L'hexachromie est très très peu utilisée, donc je ne vais pas vous en parler ici. Bon, ceci vous avez déjà vu, le spectre visible. Comment est-ce qu'on définit la couleur? Par rapport à sa longueur d'onde. Et donc, la lumière est un rayonnement électromagnétique, au même titre que les ondes radio, au même titre que les ultraviolets, ou que les infrarouges qui font chauffer votre plat sur le bidule de la cantine. C'est un rayonnement électromagnétique, si ce n'est que il est visible. Pourquoi? Parce que sa longueur d'onde est comprise entre 700 nanomètres et 350 nanomètres. Si c'est au-delà, on appelle ça de l'ultraviolet, et puis des ondes radio, et puis des micro-ondes, et puis des ondes radar, et puis des rayons X, et puis des rayons gamma. Donc, tout ça, ce sont des rayonnements électromagnétiques aussi. Et si c'est une longueur d'onde plus grande que 700 nanomètres, donc une fréquence inférieure, ça devient de l'infrarouge, et donc ça chauffe. Les rayonnements électromagnétiques ont différents effets selon leur longueur d'onde. Par parenthèse, un lecteur de CD, il utilise un laser avec une longueur d'onde de 780 nanomètres. La longueur d'onde de 780 nanomètres place la couleur du rayon laser dans l'infrarouge. Ce qui veut dire que si vous ouvrez un lecteur de CD, ne le faites pas, vous allez devenir aveugle, mais si vous ouvrez un lecteur de CD et que vous le regardez fonctionner, et que vous regardez le laser, vous n'allez rien voir. Parce que la lumière qu'il émet n'est pas visible. Par contre, il en émet beaucoup, et si vous regardez ça droit dans l'œil, vous n'allez rien voir du laser, et puis après, vous ne verrez plus rien du tout, vous serez aveugle parce que votre rétine sera brûlée par le laser. Voilà. C'est un peu plus simple avec un DVD, puisque le laser du DVD, il a une longueur d'onde entre 635 et 650 nanomètres, ce qui le place dans l'orange. Le schéma n'est pas très précis ici, ça a l'air d'être plutôt dans le jaune, en réalité c'est dans l'orange.
Et donc le laser du DVD, juste avant de devenir aveugle, vous allez le voir. Et puis après, vous serez aveugle. Donc ne le faites pas non plus, mais sachez qu'il est orange. Vous pouvez le faire éventuellement, enfin non, ne le faites pas, parce que vous êtes maladroit, vous allez devenir aveugle. Donc si quelqu'un veut, si votre petit frère par exemple veut le faire, bah dites-lui de pointer plutôt le laser sur une feuille. Et là, vous allez voir un point orange. Et puis après, le chat va attaquer le point, il va vous sauter dessus, vous allez retourner le machin, et vous devrez aveugle. Pourquoi est-ce que les Blu-ray s'appellent des Blu-ray? Parce que la longueur d'onde du laser est de 405 nanomètres et que cette longueur d'onde place la couleur du laser dans le bleu. Là, non seulement vous allez devenir aveugle, mais en plus, comme c'est un rayonnement à haute énergie, vous risquez aussi de vous griller le cerveau. Pas que ce soit une partie très indispensable probablement, mais on ne sait jamais. Ça pourrait faire de la peine à vos proches, donc faites gaffe. Ok? Donc, longueur d'onde. C'est ça qui correspond à la couleur réelle. Voilà. Alors, différents dispositifs pour la calibration de l'image. X-Rite est une société qui fait pas mal ce genre de trucs. Alors, qu'est-ce qu'ils font, X-Rite? Eh ben, ils font des spectroscopes portables qui permettent de mesurer le rendu réel d'une couleur. Comment on fait pour calibrer un moniteur? Ben, sur le moniteur, le logiciel affiche une couleur. Hein, il dit à la carte graphique, ben, tu mets 200 de rouge, 50 de jaune, 50 de vert et 50 de bleu, et moi je mesure, et il mesure ce qu'on obtient réellement comme rendu, avec une cellule photoélectrique, donc un spectroscope qui va mesurer la lumière reçue. Alors, le spectromètre, à gauche, bah lui, il va mesurer la couleur d'un imprimé. Donc le logiciel va faire imprimer par votre ordinateur une feuille avec des patchs de couleurs. Et puis après, bah, il va mesurer chaque patch de couleur pour voir quelle couleur a réellement été imprimée. Et comme ça, on peut calibrer l'imprimante. À quoi ça sert de calibrer? Bah, ça sert à avoir, grâce à des profils pour chaque dispositif, on va avoir une constance de la couleur tout au long de la chaîne graphique. Alors, je ne vais pas vous en parler pendant des heures. Pourquoi? Parce que, 1, c'est extrêmement difficile. Et 2, il y a un truc dont on reparlera la semaine prochaine quand on parlera du PDF. Aucun imprimeur en Belgique n'utilise de profil colorimétrique fiable. Donc généralement, quand vous téléphonez à un imprimeur et que vous lui dites « Monsieur, qu'est-ce que je dois mettre comme profil colorimétrique dans mon PDF pour vous l'envoyer, pour avoir toutes les bonnes couleurs ?» En général, il va vous répondre « Ne mettez pas de profil colorimétrique, je ne les utilise pas. » Donc voilà, ça fait 20 ans que ça existe, personne ne s'en sert, je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon. Couleur et trame. Alors, on distingue en impression les couleurs continues, par exemple l'impression en sublimation. Vous vous souvenez ce que c'est l'impression en sublimation? On a un colorant qui est solide, on va le vaporiser plus ou moins, et donc on va avoir une variation continue de ton sans avoir de trame sur une surface donnée. C'est l'impression photo, il n'y a pas de trame dans une photo. Quand on a des demi-teintes, ça veut dire qu'on a des trames, et que c'est la densité et la grosseur des points sur la surface. Si on le voit de suffisamment loin, on ne verra plus les points de trame, on verra la couleur mélangée, et donc on aura une impression de couleur. Pensez à ce que je vous ai dit en matière de résolution DPI et de linéature LPI. Et on en reparlera quand on parlera d'impression. Alors, l'intérêt, je vous ai parlé de ça quand on parlait de linéature de trame, je vous ai dit, ben, la linéature de trame c'est bien joli, plus la trame est fine, moins on voit les couleurs, mais en même temps, plus la trame est fine, moins on a possibilité de jouer avec la grosseur du point, et donc moins on a de nuances. Donc voilà un dégradé qui est en ton continu. Si je le trame comme ça, très fin, ben, on voit bien qu'il y a un souci, et que j'ai un phénomène où je vois des bandes de couleurs différentes. Pourquoi? Parce que ma trame est trop fine, j'ai pas assez de nuances, et donc je passe d'une couleur à l'autre brutalement et je le vois. Si la trame est plus grosse, certes, je vois la trame, mais j'ai beaucoup moins d'effets de bande et je passe de manière beaucoup plus continue d'un extrême à l'autre. Et plus la trame est grosse, plus je vais avoir de nuances dans la taille du point, et donc plus les couleurs vont être continues. Donc le fait de choisir une trame plutôt qu'une autre, eh ben, c'est un savant compromis entre le nombre de couleurs que vous devez être capable de reproduire et la finesse de la trame, parce que plus la trame est grosse, moins c'est élégant. Voilà. Il y a une formule que vous allez retenir pour calculer le nombre de nuances possibles pour une trame donnée. Cette formule, c'est celle-là. Résolution de l'imprimante divisée par linéature de trame au carré moins 1. Résolution de l'imprimante, hein, pas de votre imprimante chez vous.
de l'imprimante qui va créer la plaque d'impression pour mettre dans la machine, okay? Ou de l'imageur pour l'impression numérique qui va créer le nuage de points sur le rouleau d'impression dans la presse numérique. Un exemple, une imprimante de plaque de 2540 dpi, ce qui est une valeur très standard, une trame de 150 lpi, combien de nuances possibles? Je ne vais pas vous le faire faire, vous le referez à la maison si vous voulez. Donc, 2540 divisé par 150, c'est 16,933. Au carré, 286, moins 1, 285. Donc on a entre 286 et 285 et 287 nuances possibles, ce qui est très bien, puisqu'il en faut 256. Quand on imprime en quadri, on imprime avec 256 nuances possibles par couleur primaire. Donc 285 nuances, c'est très bien, ça va fonctionner. Okay. Les anciennes imprimantes de plaques, elles imprimaient en 1700... attendez, combien ça fait 1270 dpi, 1270 ou 1280 dpi, et donc on avait la moitié des nuances possibles. Donc c'était impossible d'imprimer une trame de 150 lignes par pouce. Donc dans ce cas-là, on imprimait du 120 ou du 133 et on avait un problème de nuance. 2540, c'est indispensable si on veut avoir une bonne qualité. Donc une trame fine et en même temps un nombre de nuances satisfaisant. Ça, c'est des discussions que vous devez avoir avec votre imprimeur. Vraisemblablement, vous n'allez pas décider de la linéature de trame. Vous allez donner à votre imprimeur et lui, en fonction de ses machines, il sait qu'il va imprimer à telle linéature de trame. Ça va se faire aussi en fonction du papier. Plus la trame est fine, plus le papier doit être fin, sinon ça ne marche pas. Et donc vous devez avoir une discussion avec lui. Pourquoi? Pour dire, voilà, quel papier est-ce qu'on imprime? Comment est-ce qu'on imprime? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle est la linéature de trame que vous décidez? Et s'il vous dit, ben, ma linéature de trame, c'est du papier offset, donc je ne peux pas imprimer trop fin, donc je vais mettre du 133 lignes par pouce, pas plus, et ben vous savez que vos images, il n'y a pas besoin que ce soit vraiment 300 dpi, vous pouvez aller jusqu'à 250 dpi, ça va fonctionner. D'accord? Donc c'est une discussion préalable que vous devez avoir avec l'imprimeur. Alors, les tons directs. Donc, il y a de l'impression en ton continu, il y a de l'impression en demi-teinte, et entre les deux, il y a de l'impression en ton direct. C'est quoi un ton direct? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un ton direct? Parce qu'une couleur, quand on l'obtient sur une presse d'imprimerie, on l'obtient de manière indirecte, on l'obtient par mélange d'autres couleurs, que ce soit en sublimation par mélange de ton continu, ou que ce soit en demi-teinte en mélangeant des trames. Mais c'est indirect. Si vous voulez du vert, ben vous allez mélanger du cyan et du jaune. Okay? Et donc, les deux trames vont se superposer et votre œil va créer du vert. Mais vous pouvez aussi imprimer directement en vert. Si vous avez une encre verte, eh bien vous la mettez dans la machine et vous imprimez du vert. La seule chose, si vous faites ça, c'est que vous ne pouvez pas imprimer autre chose que du vert. Si vous imprimez en mélangeant du cyan et du magenta, du cyan et du jaune, ben vous pouvez imprimer du vert un peu plus bleu, du vert un peu plus jaune. Vous avez des nuances. Puis vous pouvez utiliser le bleu et le jaune pour faire d'autres choses. Si vous mettez de l'encre verte dans la machine, ben vous imprimez en vert ou rien. C'est un peu le problème. Mais ça peut être intéressant, parce que si vous imprimez sans trame, ben vous avez évidemment un imprimé qui est beaucoup plus fin. Donc il existe des catalogues de couleurs, dont le plus connu est le catalogue Pantone. Pantone Plus maintenant, avant c'était Pantone PMS, maintenant ça s'appelle Pantone Plus. Le principe d'utilisation c'est quoi? C'est que c'est un référentiel couleur universel. Donc vous achetez un pantonnier, un bidule avec des nuances de couleurs, vous choisissez votre couleur Pantone dedans, vous tapez la couleur Pantone dans votre logiciel et vous avez la meilleure simulation possible à l'écran, parce que les couleurs Pantone ne sont pas forcément reproductibles exactement à l'écran, évidemment. Et puis ensuite, vous donnez votre fichier à l'imprimeur et vous lui dites, voilà, c'est tel Pantone. Et lui, il a le nuancier, et dans le nuancier, il a la formule de la couleur. Et donc il sait qu'il doit prendre, alors il fait de la chimie, hein, il met un pot, alors je prends une louche de jaune, une louche de bleu, une louche de transparent, et puis des paillettes, je secoue et j'ai une licorne, youpi. Voilà, il fabrique vraiment la couleur, c'est de la cuisine. Et une fois que la couleur est faite, le système Pantone avec les recettes et le petit livre vous garantit que si vous donnez la référence
à l'imprimeur, il va imprimer exactement la couleur que vous avez choisie. Par ailleurs, comme ce sont des couleurs qui sont fabriquées au moment de l'impression, ben vous avez théoriquement une infinité de nuances possibles, et en tout cas beaucoup plus de nuances que ce qu'on peut imprimer en quadri. Prenez le rouge Coca-Cola par exemple. Vous avez déjà regardé le rouge de la boîte Coca-Cola? Eh ben, c'est une couleur spéciale qui a été fabriquée par Pantone, qui appartient à Coca-Cola, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais le rouge Coca-Cola, c'est un rouge qui est impossible à imprimer en quadri. Vous ne pouvez pas obtenir exactement ce rouge-là en quadri. C'est pas possible, physiquement impossible. Donc quand Coca-Cola imprime ses cartons d'emballage ou ses boîtes, voilà, il a sa référence, Pantone Coca-Cola. Il y a une formule qui est secrète, où on fabrique la couleur, et on a le vrai rouge Coca-Cola et pas un autre. Et si vous voulez, vous, imprimer le logo Coca-Cola sur une affiche ou comme sponsoring ou quoi que ce soit, ben vous allez l'imprimer en quadri, et ce sera à peu près la même couleur. Mais tout le sel de la question est évidemment dans le à peu près. Ce ne sera pas tout à fait ça. Voilà. Donc, impression en quadri ou en ton direct, ben, ça a des avantages d'imprimer en quadri. Vous pouvez imprimer toutes les couleurs possibles. Ça a des avantages aussi d'imprimer en Pantone. Vous imprimez exactement les couleurs que vous voulez. Mais ça a aussi des inconvénients d'imprimer en Pantone. D'abord parce que vous imprimez seulement les couleurs. Et puis, si vous voulez une autre couleur, il faut une autre encre. Et imprimer avec Pantone, c'est un petit peu cher, je vous l'avoue. Généralement, on imprime avec une ou deux couleurs Pantone, plus parfois du noir, et puis c'est tout. Si on a plus, on passe à de la quadri. Et tant pis pour le rendu des couleurs. Voilà. Ce qui est important, c'est la conversion entre standards. Par exemple, Coca-Cola, encore. Ils ont un rouge Coca-Cola, avec une formule qui est connue des imprimeurs. Si on veut imprimer le logo Coca-Cola, en quadri, eh ben on va convertir cette couleur Pantone en quadri. Et donc, il y a des conversions qui sont connues, et on va toujours imprimer le rouge de la même manière, parce que on essaie de le convertir au mieux. Okay. On a des nuanciers de conversion, ça s'appelle Color Bridge. Le Color Bridge fonctionne comment? Vous voyez ici, vous avez deux colonnes de patch de couleurs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans celui-là, vous avez... Ah oui, non, vous ne le voyez pas parce que c'est recouvert, mais vous avez sur chaque page du catalogue, vous avez 6 ou 8, je ne sais plus, 6 ou 7, oui, 7 patchs de couleurs, donc 7 rectangles de couleurs, chacun étant imprimé dans la couleur Pantone. Vous imaginez aussi le prix que ça coûte à imprimer. Hein. Ça veut dire que vous avez un passage en machine par couleur. Okay, des couleurs Pantone, je crois qu'il y en a 3000 ou quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas gratuit à imprimer, ça coûte un certain prix. Dans le nuancier de conversion, vous avez, alors ici en plus on le voit clairement, ça c'est la couleur Pantone, bon je vois pas là, c'est du 320 quelque chose. Si vous imprimez avec l'encre Pantone, vous avez cette couleur là. Et si vous imprimez en quadri, donc vous notez cette couleur-là dans votre logiciel, puis après vous la convertissez en quadri, vous aurez ça. Il y a une sacrée différence. Hein. Et ça, c'est le mieux qu'on puisse faire en quadri pour reproduire celle-là. Donc on a beaucoup d'encre Pantone, c'est leur intérêt principal, qui permettent de reproduire des couleurs qu'on ne peut pas faire en quadri. Voilà. On a des rouges plus rouges, des bleus plus bleus, des verts plus verts. Donc on sort du gamut. Okay, des couleurs quadri. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Attention quand vous imprimez des textes. Quand vous imprimez du texte en couleur, surtout s'il est petit, votre texte va être flou. Pourquoi? Parce que si le texte comporte des trames, vous n'allez jamais avoir la forme entière du caractère, puisque la couleur étant un mélange de demi-teintes, vous aurez forcément... Alors, je vous ai montré qu'il fallait absolument faire gaffe à utiliser le texte en vectoriel, pour avoir quand même des surfaces, mais même si vous le faites en vectoriel, vous aurez une surface qui n'est pas pleine, qui est composée de petits points, et donc c'est moins lisible. Si vous avez du texte dans une couleur, vous avez toujours intérêt à avoir un Pantone pour cette couleur, parce que de cette manière-là, le texte sera plein. Comme on imprime en Pantone, forcément, il n'y a pas de trame. Logique. Donc, voilà, l'usage des couleurs se définit en fonction de ce que vous voulez faire. Ça va? Je ne sais pas, je pense qu'en image numérique, on ne vous a pas parlé des Pantones? Si? On vous en a parlé ou pas? Oui? Il y en a. Alors, il y en a la moitié qui disent non, la moitié qui disent oui, mettez-vous d'accord. On l'a abordé, vaguement.
Bon, on verra ça en pratique de toute façon l'année prochaine quand vous serez le jour. Si vous êtes en design graphique, on va en parler de manière beaucoup plus explicite et je vous montrerai des nuanciers. Oui. Oui. C'est bien de prendre tes précautions avant. Hein, mais... Je dis c'est bien de prendre tes précautions avant, mais vas-y. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, problématique de l'impression des textes, problématique du choix des pentones, des tons directs et des tons quadris. Ben, voilà, c'est une réflexion à avoir. Sachez que en imprimerie en général, plus on imprime de couleurs, plus c'est cher. Ça paraît logique. Mais en même temps, 4 pentones, c'est plus cher que de la quadrie. Parce que de la quadrie, ben, il y a des gens qui impriment de la quadrie tout le temps. Et donc la machine, elle les prête. Il n'y a qu'à mettre les plaques et imprimer. Les encres sont déjà dedans. Et voilà. Quand on doit imprimer en pantone, on doit commencer par laver la machine. Donc vider les encriers, nettoyer les porte-plaques, nettoyer les plaques, nettoyer les blanchets, nettoyer tous les rouleaux encreurs, nettoyer les cylindres de contrepression. C'est compliqué. Ça prend 1 heure de nettoyer une machine. Et donc forcément, vous allez le payer. Ok ? Donc, voilà, si vous avez petite impression avec une couleur Pantone, c'est beaucoup moins cher que de la quadrie. Si vous avez 5 couleurs Pantone, ben, ça coûte quand même bonbon. Ok ? Donc, il faut bien réfléchir à comment on va imprimer. Voilà, pour la couleur. Donc, je ne m'attarde pas spécialement sur la couleur ici. Je vais plutôt enchaîner directement sur les procédés d'impression. Donc c'est le chapitre 9, hein, c'est le chapitre précédent, et je vais essayer de boucler ça en 40 minutes, sinon vous irez voir dans le syllabus. Différentes techniques d'impression. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est que vous soyez capable de faire la différence entre les différentes techniques et de connaître leurs avantages et leurs inconvénients. Vous serez questionné là-dessus à l'examen, ça ne fait aucun doute. Il y a des questions là-dessus chaque année, donc vous serez questionné là-dessus. Donc de quoi on va parler? On va parler de l'héliogravure, de la typographie, de la sérigraphie, de la litho, de l'offset à feuille ou en rotative et de l'impression numérique. Il y a aussi de la typographie à feuille ou en rotative, mais aujourd'hui on n'utilise plus que de la typographie à feuille, donc voilà. Alors, héliogravure pour commencer. L'héliogravure est un procédé en relief. On va graver un cylindre en cuivre, on va faire des petits creux dedans, et puis on va l'ancrer, et l'encre va se mettre dans le petit creux. Puis on va racler pour qu'il n'y ait plus d'encre en surface, et puis ensuite on va transférer de manière directe en appliquant le cylindre de cuivre sur une feuille avec de la pression, et alors par capillarité, l'encre va descendre dans la feuille et va imprimer. L'avantage de l'héliogravure, c'est sa qualité. Elle a une qualité très très importante, très supérieure à l'offset. Ça sèche très vite. C'est très adaptable aux différents formats et c'est utilisable sur de très longs tirages. Il y a quand même un inconvénient physique, c'est qu'on imprime avec un cylindre de cuivre. Et donc, il faut vous imaginer que si on imprime sur une feuille qui fait 1 mètre de large, on a un cylindre de cuivre de 1 mètre de large, de 20 cm de diamètre, et que ça ne se transporte pas exactement super facilement. Et c'est en plus pas réutilisable, puisqu'elle a été gravée, donc quand il est fini, on le jette. Enfin, on le recycle en fait, mais bon, voilà, il faut être 4 pour l'enlever de la machine. Et puis alors... Donc, généralement, on réserve l'héliogravure à des très longues séries sur des tirages qui ne changent jamais. Donc, par exemple, pour le packaging. Généralement, quand vous voyez par exemple des paquets de yaourts qui sont emballés dans des cartons, ben, le carton a été imprimé en héliogravure. Voilà. Très utilisé pour le packaging. Très gros tirage en tout cas. Comme c'est un procédé qui est de toute manière encombrant, généralement, vous voyez la longueur du truc hein, là. Pour le... Alors, où est-ce qu'il est mon... Ah, voilà, hop, je suis ici. Donc le rouleau ici, il fait quelque chose comme 7-8 mètres de large. Hein. D'accord? C'est très grand. Parce que de toute façon, comme ça pèse un âne mort et que c'est super lourd à mettre en œuvre, c'est super cher, ben, tant qu'à faire, on fait des très grandes machines pour imprimer de très grands tirages sur de très grands formats. Voilà. Faut vous dire un truc, c'est que quand on imprime du packaging, je sais pas moi, des yaourts, des tétrapacks de lait ou autre chose,
on évite à plusieurs millions de tirages. Hein. Donc ça vaut la peine d'imprimer en héliogravure parce qu'on a la qualité élevée et la facilité du tirage. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de long tirage en offset? Parce qu'en offset, on a des plaques d'impression qui s'usent. On peut rarement faire plus de 15-20 000 tirages avec une plaque. Donc si on devait faire un tirage de packaging en offset, bah après 20 000 plaques, après 20 000 tirages, on change, on refait une plaque, on refait un calage, on refait tout. Donc on refait une impression complète en réalité. Donc c'est pas très rentable, on préfère le faire en héliogravure. Mais donc l'héliogravure, ça fait des machines qui sont assez gigantesques. Voilà le principe, vous irez voir. Hein. Donc on trempe dans un cylindre, et puis on racle, et puis l'encre qui est dans les creux va venir se déposer. Comme on presse le papier, ben, ça fait comme du papier buvard. Hein. Quand on presse du papier sur de l'encre, ben, elle pénètre dans le papier. Voilà. On peut avoir, le plus souvent, l'héliogravure se fait pas sur des feuilles de papier, elle se fait sur des rouleaux de papier, justement pour qu'on ait un tirage en continu. Et c'est beaucoup plus facile avec un rouleau de faire un tirage en continu, parce que sinon les feuilles, il faut en remettre tout le temps. Quand vous imprimez en rotative, donc avec un tirage continu avec une bobine de papier, ben vous accrochez une bobine qui peut faire 20 km, elle se déroule, c'est tout. Alors, historiquement, le premier procédé, c'est la typographie. Je vous en ai déjà beaucoup parlé ici. C'est un procédé historique, intéressant, très flexible, tout ce qu'on veut, qui n'est quasiment plus utilisé aujourd'hui, parce qu'en fait, il est complètement dépassé, notamment parce qu'on ne peut pas imprimer des photos en typographie. Enfin, si on peut, mais avec des trames de genre 20 lignes par pouce, donc on ne voit pas grand-chose. La typographie ne permet pas d'utiliser de grands formats. On ne peut pas imprimer sur des très grandes feuilles en typographie, ça ne marche pas. Elle est un petit peu dépassée pour les longs tirages. Quand on fait un tirage très long, ben les plaques ont tendance à se déformer à cause de la chaleur et donc ça ne marche pas trop bien. Donc la typographie, c'est un procédé historique mais qu'on n'utilise plus trop. Dans certaines imprimeries, on l'utilise encore pour des petits tirages, genre des cartes de visite, des faire-part de naissance, etc. Parce que comme les machines sont amorties depuis longtemps, ben ça va très très vite de les mettre en route, et c'est très bon marché. Mais pour la qualité, voilà, l'imprimerie professionnelle, généralement, ne se fait plus trop en typo. Par contre, la typographie, elle a un énorme avantage sur d'autres techniques. En typographie, il va y avoir un procédé d'impression en relief, où on va avoir une pression réelle physique appliquée sur la feuille avec la forme imprimante. Ça veut dire que quand on veut faire du traçage ou de la découpe, eh bien, la seule manière de le faire, c'est avec la typographie. Donc, quand vous avez une farde à rabat, par exemple, qui a été donc découpée avec une forme particulière, c'est impossible de faire ça en offset, et on ne sait pas le faire à la main, on peut découper au cutter, mais vous imaginez, le gars qui doit produire des fardes à rabat, s'il doit tout découper au cutter, il devient fou. Donc, on ne fait pas ça. Donc, on le fait en typographie. On va utiliser une machine comme ceci, qui s'appelle un cylindre Heidelberg. Dans toutes les imprimeries, il y a un cylindre Heidelberg, qui date en général des années 50, et c'est des machines qui sont encore... On ne les produit plus, mais on produit toutes les pièces détachées pour ces machines-là. Donc quand les imprimeries ont un cylindre Heidelberg, elles l'entretiennent, elles n'impriment plus avec. C'est une machine qui au départ servait à imprimer, mais on n'imprime plus avec. On s'en sert pour faire quoi? Eh bien on met ça dedans. Ça c'est quoi? C'est des belgaformes. Alors un belgaforme, c'est une plaque de bois avec des couteaux traçants et des couteaux à découper. J'ai une vue d'un peu plus près. Donc ça se passe comment? Entre les mousses ici, vous avez des lames. Quand on va appuyer la feuille de papier sur la lame, ben, check, ça va la couper. Et sur les autres couteaux ici, ce n'est pas des lames, ce sont des simples morceaux de métal assez fins, mais qui ne sont pas aiguisés. Et quand on va appuyer la feuille à cet endroit-là, ça va faire quoi? Ben, ça va marquer le pli. Et comme la technique est relativement souple, on peut les mettre un peu dans tous les sens. C'est fastidieux, hein? Ça, c'est fait à la main. Donc, c'est des gens qui passent leur temps à faire des rainures dans le bois, à insérer les lames dedans, à les coller, à mettre des mousses, etc. Donc, c'est très fastidieux. Mais une fois que c'est fait, eh ben, avec ça, on peut découper n'importe quelle forme. Quand vous avez un autocollant qui est rond, eh ben, il a été imprimé sur une feuille qui était rectangulaire, et ensuite, il a été passé à la presse à découpe, donc en typographie,
et on a estampé, donc on a, comme avec un emporte-pièce si vous voulez, tchac, on a découpé le rond. Ça, ce n'est possible qu'en typographie, puisqu'en typographie, vous avez un contact direct entre la forme imprimante et le papier, ou la forme traçante dans ce cas-ci, et le papier, alors qu'en offset, la feuille défile, elle passe sous des rouleaux, donc on ne peut pas faire ce type de découpe en offset. Voilà. D'où l'importance de la typographie aujourd'hui, qui n'est plus utilisée, ou presque, pour imprimer, mais qui est utilisée pour faire de la finition. Alors, un procédé cher au cœur de Madame Vivnis, qui est la sérigraphie. La sérigraphie, c'est formidable. La sérigraphie, c'est, on utilise un tamis dont on rend certaines zones étanches et d'autres pas. Et en fait, on va déposer de l'encre. Donc, on pose le tamis sur le papier, on dépose de l'encre au-dessus, et à l'aide d'une racle, on va forcer le passage de l'encre à travers le tamis aux endroits où le tamis est perméable. Et donc, de l'autre côté, on va obtenir une impression. La caractéristique la plus importante de la sérigraphie, c'est l'épaisseur de la couche. Elle permet d'imprimer des trucs de manière très vibrante. On utilise les mêmes encres qu'en offset, mais vous vous souvenez, quand j'ai parlé des trames, je vous ai dit l'encre est opaque en sérigraphie. En fait, c'est pas qu'elle est opaque, c'est la même encre qu'en offset, mais on en met beaucoup plus, et comme elle est beaucoup plus épaisse, bah, du coup, elle devient opaque. La sérigraphie, c'est très bien parce que ça permet d'imprimer des petits formats, des grands formats, ça permet d'imprimer différents supports. Les t-shirts, en fait, on peut les imprimer en sérigraphie. L'encre est très riche, très dense, très profonde, donc on a un très beau rendu des couleurs, et en même temps, on a de la durabilité. Un t-shirt en série, vous pouvez le laver, l'encre va tenir. On peut utiliser des papiers de grammage très importants et en fait, techniquement, on peut imprimer n'importe quel support. Il y a des presses sérigraphiques, il y a de la sérigraphie portable. On peut sérigraphier des vitrines, par exemple. Donc une vitre qui est en place, on peut appliquer un tamis de sérigraphie et faire de la sérigraphie dessus, ça marche. C'est super compliqué, mais ça marche. Tant que le support est plat, théoriquement, on peut imprimer n'importe quoi. Par contre, la finesse de l'impression, c'est la finesse du tamis. Donc, c'est un peu limité, et en particulier, ça ne permet pas ou presque pas d'imprimer des détails très fins et des trames très fines. Comme l'encre est opaque en plus, ça convient très mal au mélange de couleurs et à la quadrichromie. Autre gros défaut de la sérigraphie, c'est super lent, parce qu'on imprime à la pièce. Alors, il y a des machines, on n'est pas obligé de faire tout à la main, mais même dans une machine en sérigraphie, ben, vous avez le support qui arrive, on pose la plaque, on verse de l'encre, on doit passer plusieurs fois pour arriver à faire passer l'encre, et puis on soulève, on agite pour que le support retombe, on passe, donc ça prend plusieurs secondes de faire un passage en sérigraphie, donc forcément c'est pas très pratique pour les longs tirages. La sérigraphie en fait va être utilisée pour plein de choses. On peut imprimer avec des filets spéciaux de la sérigraphie sur des choses qui sont en relief. On peut faire de la sérigraphie à titre artistique, notamment Andy Warhol s'est rendu célèbre en faisant de la sérigraphie, ça peut être intéressant aussi. Enfin bref, voilà, la sérigraphie, très belle technique. Pas très pratique pour les longs tirages, mais très belle technique. La lithographie, c'est pas la même chose que la lithogravure. La lithographie est un procédé sans relief. C'est l'ancêtre de l'offset. On va dessiner sur une pierre avec une encre grasse. Ensuite, on va mouiller la pierre. La pierre doit être perméable à l'eau. Et puis, on va ancrer cette pierre. Là où il y a de l'eau, il n'y aura pas d'encre parce que l'encre est grasse et l'huile repousse l'eau et l'eau repousse l'huile. Vous devez le savoir, ça. Et puis ensuite, on presse la feuille sur la pierre. Là où il y a de l'eau, ben, l'eau va dans le papier, c'est pas grave. Là où il y a de l'encre, c'est l'encre qui se dépose sur le papier. Et donc, on a fait un tampon. Sans relief, je le répète. Avec une très bonne qualité, mais par contre, la lithographie, c'est un procédé qui est très très lent. Et donc, on va réutiliser le principe, ça c'est une presse lithographique. On voit la pierre qui est déposée ici sur le marbre et qui va passer ensuite à la pression. Donc on va réutiliser le principe lithographique pour un autre procédé qui est celui qu'on utilise le plus souvent, c'est l'offset. Alors le procédé typographique, c'est quoi? Eh bien l'idée, c'est d'avoir une partie de la plaque qui va être sensible à l'encre et qui va donc attirer l'encre,
et l'autre partie de la plaque qui va être sensible à l'eau et qui va attirer l'eau. Et comme il y a un principe de répulsion entre l'encre grasse et l'eau mouillée, l'eau et l'huile se repoussent, donc on va avoir un bord qui sera net ici. Alors dans l'offset conventionnel, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on va traiter la plaque. On ne peut pas traiter une plaque pour qu'elle attire l'huile. Ça, c'est pas possible. Par contre, on peut traiter une plaque pour qu'elle attire l'eau. Alors du coup, c'est ce qu'on fait. On traite la plaque, elle attire l'eau. Et donc la plaque, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la mouiller. Donc les parties sensibles à l'eau vont attirer l'eau. Et puis ensuite, on va passer de l'encre dessus. Et l'encre ne va tenir sur la plaque que là où il n'y a pas d'eau. Et ensuite, on imprime en 2 temps, en offset. On utilise un blanchet, donc un rouleau en caoutchouc, qui va récolter l'encre sur la plaque et qui va ensuite déposer sur le papier. Pourquoi? Parce que le blanchet étant en caoutchouc, il est un peu mou, et donc il permet d'imprimer de manière plus fine sur un papier qui n'est pas toujours exactement plat. Parce que la plaque étant elle-même rigide, si on imprime sur du papier, la qualité n'est pas top. Donc on utilise un blanchet pour reporter l'impression sur la plaque. Ça c'est de l'offset conventionnel avec mouillage, mais on utilise aujourd'hui de l'offset qu'on appelle waterless, donc sans eau. Comment se comporte l'offset waterless? C'est tout simple. On a une plaque avec un support ici qui est sensible à l'encre. Okay? Lui, il attire l'encre. Dessus, on met un substrat en silicone. Et ce substrat en silicone, lui, c'est pas qu'il attire particulièrement ni l'eau ni l'encre, c'est juste qu'il n'y a rien qui tient dessus. C'est du silicone, vous avez tous déjà vu du silicone. Du silicone, c'est un espèce de plastique comme ça qui glisse. On ne peut rien fixer dessus, ni de l'encre ni de l'eau. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer dans une machine qui va simplement enlever, avec un laser, c'est très précis, mais la machine en fait va retirer des parties de silicone. Là où il n'y a pas de silicone, on a le substrat. Le substrat est sensible à l'encre, et le silicone se comporte comme de l'eau en fait, il repousse l'encre. Et donc quand on va ancrer la plaque, on n'a pas besoin d'eau, l'encre ne va tenir qu'à cet endroit-là. Ça permet de se passer d'eau. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de se passer d'eau? Essentiellement, alors pour 2 raisons. La première raison, c'est la qualité. L'offset waterless fonctionne mieux, de manière plus fine, que l'offset à eau. La deuxième chose, c'est une importante question écologique, parce que le mouillage des presses d'imprimerie doit se faire avec de l'eau additionnée d'alcool. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va récupérer de l'eau, et puis on va produire de l'eau, puis on va avoir des déchets qui comporteront de l'alcool, et rejeter de l'alcool dans les rivières et dans les circuits de récolte des eaux usagées, c'est une misère à épurer. C'est une catastrophe écologique. Donc, pas terrible à faire. Donc, si on peut se passer d'eau pour l'offset, c'est mieux d'un point de vue écologique. Donc, offset waterless. Donc, c'est un procédé sans relief, l'offset, ce qui est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce qu'on peut du coup imprimer plus fin, mais par contre, c'est un inconvénient parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on fait en typo. Donc, tous les procédés, il n'y a aucune finition possible en offset. La seule chose qu'on peut faire, à la limite, en offset, c'est mettre une petite roulette qui va soit perforer, soit tracer, soit découper sur la feuille, et on peut découper dans un seul sens et sur la longueur de la feuille, dans le sens de passage machine. Par contre, on a une excellente qualité avec l'offset. L'offset convient pour des tirages longs ou moyens. Il permet de faire plein de choses avec plein de couleurs. On peut avoir théoriquement une infinité de couleurs en offset avec des groupes imprimants qui sont les uns derrière les autres. On peut avoir des offsets, des presses offset qui comportent jusque 12 ou 16 groupes imprimants. Donc vous pouvez imprimer avec 16 groupes imprimants. Si vous avez un truc de retournement, une mécanique de retournement au milieu de la presse, vous imprimez 8 couleurs sur une face, et puis vous retournez la feuille et vous imprimez 8 couleurs sur l'autre face, et le tout en une fois. Donc c'est quand même pas mal. Ça permet d'imprimer très vite l'offset. On a des cadences d'impression jusqu'à 10 000 feuilles par heure. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, 10 000 feuilles. On a des feuilles qui font facilement maintenant 1,50 m de large sur 1 mètre, et donc vous imprimez 10 000 machins comme ça par heure. C'est quand même pas rien, ça va très très vite.
On a un très bon repérage en offset, c'est-à-dire que quand on imprime en recto verso, on peut régler très finement le recouvrement d'un côté et de l'autre, et même le recouvrement des encres les unes sur les autres, qui fait qu'on peut imprimer de manière avec beaucoup de qualité en quadrichromie, donc c'est très bien. Par contre, ça a une série d'inconvénients, et notamment le fait que les plaques sont fragiles, elles ne tiennent pas sur les longs tirages. Dès qu'on doit commencer à s'écarter du format standard des machines, on doit commencer à caler le format de papier, c'est un peu compliqué, ça réclame beaucoup de papier. Il faut du papier spécial pour les presses offset parce que l'encre offset ne tient pas sur tous les papiers. Donc voilà, il y a des inconvénients à l'offset. Mais en gros, c'est avec l'offset qu'on imprime la plupart des choses aujourd'hui. Il y en a d'autres. Je vous en reparle dans le syllabus et donc je ne reviens pas dessus, mais il y a aussi des techniques de flexographie. C'est comme de la typo mais avec un support en caoutchouc. La tampographie, c'est comme de l'offset mais avec un tampon en mousse qu'on va utiliser pour prendre de l'encre, déposer sur le support, prendre de l'encre, déposer sur le support. On peut faire de la découpe vinyle qui n'est pas à proprement parler de l'impression. On va avoir un autocollant coloré qu'on va découper dans la forme qu'on veut, et puis on va ébarber, c'est-à-dire qu'on va enlever les chutes, et puis on va coller l'autocollant au sol, par exemple sur une vitrine ou sur une voiture. C'est pas tout à fait de l'impression, mais c'est des choses que vous ferez. Voilà la tampographie, voilà la flexo. Je passe un petit peu vite pour arriver à la fin. Et voilà un des systèmes pour la découpe vinyle. La découpe vinyle est intéressante parce qu'elle permet de faire de grandes surfaces et elle permet d'avoir une très bonne opacité. Donc c'est intéressant. Vers 1450, Gutenberg met au point la première presse à imprimer typographique. Presque entièrement en bois, elle s'inspire des pressoirs à vin. Elle fonctionnera sur le même principe jusqu'à l'invention des presses métalliques puis mécaniques au XIXe siècle. Si Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie qui vient d'Extrême-Orient, il a bel et bien mis au point la typographie, c'est-à-dire l'impression au moyen d'une presse à imprimer de textes composés avec des caractères mobiles. Ces caractères sont fondus un à un en alliage de plomb avec un moule à main. Pour obtenir le texte, le compositeur place les caractères à l'envers sur une règle métallique, le composteur. Il obtient des lignes qu'il assemble sur une planchette de bois, la galée. Puis il les fixe solidement dans un châssis appelé forme. Cette forme est ancrée à l'aide de tampons recouverts de cuir, les balles. L'imprimeur dispose le papier sur les caractères ancrés. Le pressier abaisse le levier pour que la platine appuie fortement sur la feuille. À l'origine, la platine est plus petite que la forme. Il faut donc 2 pressions pour imprimer la feuille, d'où le nom de presse à 2 coups, utilisé pendant toute la période de l'imprimerie artisanale. Des ouvriers au nom pittoresque travaillent dans les ateliers. L'ours manie la presse. Le singe compose les textes, aidé de l'éculeux, l'apprenti. Dans ces officines, à la fois atelier et librairie, l'imprimerie gagne une immense force d'expression et une liberté qui va changer le monde. Le placard contre la messe, cette affiche protestante qui contribua à déclencher les guerres de religion, l'encyclopédie de Diderot ou d'Alembert, ou les journaux de la Résistance nous le rappellent chaque jour. Voilà, alors, voilà pour les procédés d'impression traditionnels. Aujourd'hui, il est clair qu'on utilise beaucoup la technique d'impression numérique. Alors l'impression numérique n'est pas spécialement nouvelle, ça date des années 90. Et de toute façon, ce qui est nouveau n'est pas forcément meilleur. L'impression numérique est une déclinaison de procédés d'impression qui viennent des imprimantes, donc imprimantes laser, imprimantes à jet d'encre et xérographie en général. La xérographie, c'est quoi? C'est le procédé des photocopieurs. Donc le principe, en fait, c'est d'avoir une impression où la forme imprimante est
fabriqué au moment de l'impression. Donc je m'explique. Quand vous imprimez avec un procédé traditionnel, que ce soit en offset, en typo, en héliogravure, en flexo, peu importe, vous devez commencer par fabriquer la forme imprimante. Vous commencez par fabriquer la plaque, ou le rouleau de cuivre, ou le tampon, ou peu importe, mais vous le faites avant. Et une fois que c'est fait, ben vous vous en servez, de préférence de manière efficace, pour imprimer plusieurs exemplaires. La xérographie, ça ne fonctionne pas comme ça. La xérographie, ici on est dans une xérographie au laser, il y a aussi de l'électrophotographie, xérographie qui n'utilise pas de rayons laser, mais qui utilise un machin qui comporte des électroaimants. Je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails de fonctionnement de la xérographie, mais peu importe. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un cylindre qui est un cylindre réutilisable et qui va servir à accueillir de l'encre sous forme de toner. Le toner est solide, c'est une poudre, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans ce cas-ci, avec un laser, on a un laser qui va venir frapper le cylindre et il va dessiner des lignes sur le cylindre. Mais il ne va pas faire des lignes continues. Sur la ligne, il va marquer certains points, il va éclairer certains points. Alors qu'on le fasse avec un laser ou avec un autre dispositif, le but du jeu, c'est d'avoir certains points qui seront chargés électriquement. Okay? Le cylindre est négatif. Là où on le chauffe ou qu'on le touche avec le laser ou avec autre chose, il devient chargé positivement. Ensuite, il va passer devant l'ouverture du bac à toner, et le toner, lui, il est chargé négativement. Les contraires s'attirent, c'est du magnétisme simple, et donc le toner va venir se déposer sur le cylindre, là où il y a une charge positive, mais pas là où il y a une charge négative. Donc on va pouvoir déposer de manière sélective des grains de toner aux bons endroits. Ensuite, le cylindre tourne, on va presser le cylindre sur le papier, et là le toner, il a beau être chargé magnétiquement, à un moment donné, physiquement, il va être pressé contre le papier, donc il va s'accrocher sur le papier. Ensuite, on va avoir un cylindre chauffant qui va calandrer, c'est-à-dire qu'il va cuire le papier et écraser les grains de toner pour les fixer. Si vous mettez votre doigt sur le papier à cet endroit-là, le toner, il est juste déposé, il ne tient pas. Il faut le chauffer et le cuire pour qu'il tienne dans le papier. Okay? L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que notre fameux cylindre ici, il va être déchargé, puis chargé, et puis excité par le laser ou par autre chose, mais c'est à l'infini. Enfin, à l'infini, pas tout à fait, parce que ça s'use, mais c'est réutilisable. En tout cas, vous ne devez pas changer le cylindre à chaque impression. Donc, c'est un procédé qui est économique. C'est un peu de l'imprimerie minute, si vous voulez. Alors, l'idée, en fait, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir utiliser ce procédé pour faire une photocopie, ou bien pour pouvoir tirer des longs tirages. Donc, vous avez la xérographie, vous avez la technique au laser, vous avez la technique avec des LED, peu importe, et donc vous allez avoir la possibilité de réaliser très rapidement, c'est ça l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de mise en route. Quand vous devez faire une impression offset, vous devez, fabriquer la plaque. Ça nécessite un image setter, qui est une machine, une imprimante de plaque, qui est extrêmement chère. Puis ça prend du temps à réaliser. Donc vous devez imprimer la plaque, il y a du matériau, etc. Ça coûte cher. Une plaque offset, selon le format, ça vaut entre 100 et 300 € pour une plaque. Si vous faites en quadrichromie, vous avez déjà 4 plaques. Okay? Les plaques, vous devez les caler dans la machine. Donc ça veut dire vider les plaques précédentes, mettre la plaque en place, faire tourner la machine, accrocher la plaque, régler, ancrer, faire passer des feuilles, vérifier le réglage, vérifier le calage, donc la superposition des couleurs les unes par rapport aux autres. Et après une demi-heure, votre machine est prête à imprimer. Donc vous avez déjà dépensé 4 plaques, de l'encre, 1 heure de main-d'œuvre, 1 heure de rentabilité de machine, et vous n'avez pas encore une seule feuille prête. Donc vous imaginez, ça fait cher. La mise en route de l'offset, c'est très cher. Par contre, après, une fois que la machine offset est réglée, vous poussez sur le bouton, 1 heure plus tard, vous avez 10 000 feuilles, et ça vous coûte rien, le prix de l'encre. C'est tout. Donc l'offset, il est très cher au démarrage, et après, il est très peu cher. L'intérêt de la xérographie ou du laser ou de l'impression numérique en général, c'est qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de coût de démarrage puisqu'il n'y a rien à fabriquer. On met le fichier ou la feuille dans le machin, on pousse sur le bouton et ça imprime. Donc, pour un tirage, c'est infiniment moins cher que l'offset. Par contre, le problème, c'est que le toner coûte cher.
la machine, elle se rentabilise moins vite, et donc le prix à la feuille est plus cher. Donc on se retrouve avec un graphique comme ça. L'impression numérique, elle a un prix de départ qui est très faible, mais par contre, le prix de la feuille étant élevé, il n'y a pas de dégressivité. Plus on tire, plus c'est cher. Et ça devient vite très très cher. L'offset, c'est le contraire. La première feuille, elle coûte 1000 €. J'invente, hein. Par contre, les feuilles suivantes, elles coûtent 1/10 de cent. Donc le coût de mise en route est très élevé, mais à un moment donné, il est bien clair que plus on augmente le nombre de tirages, plus on risque à un moment donné d'arriver à ce point-ci, c'est-à-dire que le numérique n'était pas cher au départ, mais qu'il est de plus en plus cher à la feuille, et donc à un moment donné, il va devenir moins rentable que l'offset. Et en général, cette fenêtre de rentabilité, elle est entre 500 et 2000 exemplaires. Alors pourquoi est-ce que je vous donne une fenêtre aussi large ? Tout simplement parce que ça dépend du format, ça dépend de la presse, ça dépend de plein de choses, ça dépend du papier, ça dépend d'un tas de trucs. Mais en gros, une presse numérique, une imprimante, c'est rentable pour les petits tirages. Si vous dites en dessous de 500 exemplaires, vous êtes sûr. En dessous de 1000, logiquement, ça devrait être le cas quasiment chaque fois. Plus, il faut réfléchir. Donc, quand vous avez des tirages courts, je sais pas moi, votre client vous demande 200 cartes de visite ou bien 200 prospectus, il n'y a pas à tortiller. L'impression la plus rentable, c'est le numérique. Donc, vous imprimez en numérique. Si votre client vous demande 10 000 prospectus, il n'y a pas à tortiller non plus, c'est de l'offset. Vous imprimez en offset. Et entre les deux, il y a un calcul à faire. Voilà. Il y a des trucs qui sont infaisables en numérique. Par exemple, le format des presses numériques va généralement jusque A3, voire A2 dans certains cas. A2, je vous rappelle, c'est combien ? C'est combien le format A2 ? Vous savez plus ? 40-60 à peu près, ouais. 42 par 60 en gros. Si vous voulez imprimer plus grand 40-60 en numérique, c'est pas la peine, vous l'aurez pas. Donc là, on doit imprimer en offset. Ou avec des trucs spéciaux, des plotteurs qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre de large. Bon, ça se discute aussi. Mais l'offset va être rentable pour des grands formats, pour des paginations nombreuses et ou pour des tirages moyens à longs. Si c'est trop long, ça n'ira plus non plus en offset. Il faudra passer à l'héliogravure. Okay ? Et le numérique, pour des petits tirages, il va être très rentable, mais attention à la qualité. En numérique, on a fait beaucoup de progrès ces dernières années, mais ce n'est quand même pas, le niveau de qualité n'est quand même pas celui de l'offset. Il y a quand même une petite différence. Sur les très bonnes machines numériques, la perte de qualité est presque invisible. Il ne faut pas se leurrer. On est quand même dans des trucs qui sont de très très bonne qualité, mais il y a quand même une différence petite. Et alors, il y a un truc très intéressant avec le numérique aussi, qui est très à la mode, c'est la personnalisation de l'impression. Par exemple, vous recevez une pub à la poste, et vous voyez que vous avez un livret qui est imprimé, par exemple, les pubs du Deleuze. Je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui reçoivent les pubs du Deleuze, avec des bons pour avoir des points plus qui sont personnalisés, qui sont que les vôtres. C'est de l'impression personnalisée. Le truc est imprimé en numérique, c'est-à-dire que vous avez une feuille qui est la même pour tout le monde, sauf qu'on a personnalisé votre prénom dans le champ de bienvenue, et dans le bas, on a mis des bons, et les bons sont différents pour tout le monde, ils sont personnalisés à chaque fois. Comment ça se passe ? Vous avez une mise en page de base, et vous avez un serveur informatique qui va, à partir d'une base de données, générer les données variables, intégrer certaines images, et à chaque impression, le moteur d'impression va envoyer à la presse numérique une image différente. Et donc vous allez produire en série des impressions qui seront uniques. Vous personnalisez chaque impression. Vous imaginez bien qu'en offset, c'est totalement infaisable. On ne peut pas faire ça en offset. Pour chaque impression différente, il faut changer le plaque. On ne peut pas, ça n'existe pas. D'accord ? En numérique, ça permet de le faire. On peut même le faire à distance, avec de la collaboration entre différents sièges, donc différents emplacements de l'entreprise et différents utilisateurs qui vont collaborer ensemble pour mettre au point une impression
qui va être décentralisé, qui va s'imprimer ailleurs. À partir du moment où on entre dans une filière qui est numérique, ben là, forcément, on est dans quelque chose qui est extrêmement flexible. Voilà. Encore une fois, avec deux conditions, qui sont la qualité. La qualité du numérique est toujours un peu moins bonne que celle de l'offset. Et la deuxième condition, c'est le tirage. Ben, le numérique va devenir rapidement plus cher que l'offset, donc ça ne convient pas pour des longs tirages. Okay. L'impression numérique permet aussi de l'impression à la demande, puisqu'il n'y a pas de frais de mise en route, c'est pratique. Vous pouvez, il y a plein de sites de conception de livres photos et tout ça, qui sont imprimés avec pas des presses photos, mais avec des presses numériques. La qualité est correcte, mais sans plus, mais vous n'avez pas des tirages photos en tout cas. Vous avez aussi d'autres sites qui vous permettent de faire de l'impression de livres à la demande. Hein. Vous voulez auto-publier votre livre, vous avez écrit un super roman jeunesse, machin, vous voulez le publier, ben, vous le mettez sur la plateforme en PDF, il est disponible, les gens peuvent le voir, éventuellement le télécharger, et puis vous pouvez aussi prévoir un prix d'impression, et donc sur la plateforme, quelqu'un a envie d'acheter votre livre, il pousse sur le bouton, et donc le site en fait va générer l'impression et la reliure de un volume qui sera expédié à votre client. Alors bien entendu, pour un volume, c'est beaucoup moins cher qu'en offset. À partir du moment où vous en vendez 1000, c'est beaucoup plus cher qu'en offset, parce que c'est 1000 fois le prix. Or, en offset, il n'y a pas beaucoup de différence entre le prix de un volume et le prix de 1000 volumes. Donc le premier, il est très cher, mais les autres sont beaucoup moins chers. Et donc voilà, donc il faut réfléchir en termes de quantité. Et là tu vas devoir y aller toi. Je le savais. Alors, vous avez aussi des presses numériques qui sont spéciales et qui font des choses qu'elles seules font. Donc par exemple, ceci qui est une machine, il y en a une comme ça à Liège, chez WH Sérigraphie. C'est une machine qui fait de la sérigraphie numérique. Alors, l'écran là, l'écran de contrôle, en fait, il est à peu près à hauteur de mes yeux. Ça va? Ça vous situe sur le format de la machine? Genre, ça fait 4 mètres de large. C'est une machine qui est en gros une imprimante à jet d'encre. La même que celle que vous avez chez vous. Sauf qu'elle, elle fait 4 mètres de large et qu'elle peut imprimer sur des supports de 4 cm d'épaisseur au maximum. Donc vous pouvez mettre une planche de bois et elle imprime dessus. Et elle imprime avec beaucoup plus d'encre que les imprimantes à jet d'encre. Donc en fait, c'est de la sérigraphie parce que vous avez des couches très épaisses. Mais on peut imprimer de la quadrille, on peut imprimer des pantônes, on peut imprimer des vernis. Et donc c'est vraiment une machine qui est formidable. Je ne sais plus quelle est la marque de cette machine-là, mais enfin, peu importe. Donc ça, très grand format, support très épais, série numérique, ça c'est un truc qui est spécifique au numérique. Et puis des épreuves numériques dans les imprimeries avec les plotters. Plotter, c'est quoi? Ben, c'est pas un plotter. Un plotter, c'est pas ça en réalité. Tout le monde appelle ça un plotter, mais en réalité, c'est pas ça. Un plotter, au départ, c'est une machine, c'est un espèce de bras mécanique qui porte un stylet, et le stylet est utilisé pour tracer sur la feuille. Donc ça, c'est un vrai plotter. Ici, en fait, les plotters étaient utilisés par les architectes pour tracer des plans, de manière automatique. C'était les premières imprimantes de plans, c'était des plotters. Donc, un bras mécanique, tac, bzz, on dessine la forme. Alors le problème c'est que c'est très très cher, c'est très très lent, ça marche pas très bien. Donc on a très vite remplacé ça par des imprimantes de très grand format. Donc ce qu'on appelle plotter aujourd'hui c'est ça. Et ça c'est quoi? Eh ben, c'est aussi une imprimante à jet d'encre. On met des pièces cartouches à jet d'encre dedans et les têtes d'impression là pour le coup sont les mêmes que chez vous. Sauf que ça imprime sur 1 mètre ou 1,20 m de large. Donc ça permet d'imprimer de très grands formats. Mais ça imprime aussi lentement que vos imprimantes de bureau. Donc ça veut dire que pour une feuille qui mesure, je sais pas moi, 1 mètre sur 2, ben ça met 5 minutes à sortir. Donc là, évidemment, c'est pas adapté pour des longs tirages, c'est adapté pour des tirages uniques dans des grands formats. L'intérêt de ça, c'est que ça peut imprimer des trames réelles, les données du RIP, donc pour les imprimeries, ça permet de faire des épreuves certifiées. On peut les certifier pour la couleur aussi, donc avoir certification couleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous garantit que la couleur que vous voyez à la sortie de ça, c'est la même couleur que vous aurez en sortie de presse. Donc ça c'est bien, parce que ça vous permet de contrôler réellement le rendu couleur de votre document. Donc ça, ce sont des machines qu'on trouve dans les imprimeries qui sont assez efficaces. Après, il y a toute la technique des épreuves analogiques, soit des épreuves à l'ancienne, avec des presses à épreuves, que voici. C'est une presse offset,
Sauf qu'il n'y a pas de calage, il n'y a pas de mise en route. En fait, vous allez manuellement mettre la plaque dedans et puis vous allez passer avec vos mains. Il n'y a pas de moteur. Vous passez avec vos mains sur la feuille et puis vous imprimez la feuille suivante, etc., etc. Donc c'est pas cher, mais ça va pas vite. Il y a des épreuves laminées qu'on n'utilise presque plus aujourd'hui, mais ce sont des noms qu'on utilise encore. Chromalin, Matchprint, Agfaproof. C'est quoi? En gros, ce sont des tirages photo manuels. C'est-à-dire qu'on imprime avec une imprimante spéciale sur du papier spécial. On imprime plusieurs couches de couleurs. Et puis en fait, on va les déposer l'une après l'autre sur un papier spécial et on va laminer. Donc c'est-à-dire qu'on va passer dans une machine qui va écraser la couche. On imprime un transparent en fait. Et il va être écrasé sur le papier qui est un papier genre photo et ça va faire une épreuve de très bonne qualité. Ceci n'est plus utilisé du tout. Tout le monde utilise aujourd'hui soit des plotters, soit des imprimantes photo, donc à sublimation. Voilà. Et puis on fait par contre encore des osalides. Alors les osalides, c'est un truc, ça sent très mauvais les osalides. C'est fait avec de l'ammoniac. Et en fait, l'osalide, il permet quoi? Il permet d'imprimer les plaques. Quand les plaques ont été faites avant de les mettre en machine, on peut faire une épreuve osalide, c'est-à-dire qu'on va mettre la plaque sur une table, on met une encre spéciale dessus, il y a des produits chimiques, machin, je ne vous explique pas tous les détails techniques, et on presse une feuille au format dessus. Et donc, sans faire un calage en machine, on va pouvoir vérifier ce qui s'imprime sur la plaque. Et ça, c'est rigolo parce qu'on va pouvoir à ce moment-là prendre la feuille qui a été imprimée avec les plaques de la machine, la plier comme elle doit être pliée, la couper comme elle doit être pliée, et on va vérifier si le montage a été bien fait. Est-ce que les pages sont bien à la bonne place? Est-ce qu'elles sont bien à l'endroit? Est-ce qu'on a bien une continuité du chemin de fer? Est-ce qu'on n'a pas d'erreur dans le placement des pages? Donc l'osalite, ça ne se fait qu'en noir et blanc, c'est une épreuve de contrôle de placement des pages sur le montage en planche. Ça va? Vraisemblablement, il y a très peu de chances pour que vous utilisiez ça réellement dans la vraie vie. Enfin, je pense que c'est utile que vous sachiez ce que c'est. Voilà, les différents procédés d'impression, ils ont tous des qualités, des défauts, il n'y en a aucun qui est parfait, et vous allez devoir, vous, prendre des décisions quant au processus d'impression. Moi, pas plus tard que l'année dernière, j'ai dû prendre une décision pour un client qui ne savait pas s'il voulait imprimer en offset ou en numérique. Il imprimait 100 exemplaires d'un rapport, ça tend vers le numérique, mais lui voulait une qualité parfaite, donc ça tend vers l'offset. Et entre les deux, il a fallu faire un choix. Et l'élément déterminant, ça a été quoi? Ça a été une impression d'exemple en numérique pour lui montrer que la qualité numérique était suffisante pour ce qu'il voulait faire. Et donc, on a imprimé en offset. Et donc, c'est pas anodin, parce qu'imprimer en offset, ça a divisé ses coûts d'impression par 10. Donc, au lieu de payer 3 000 ou 3 500 € de frais d'impression à l'imprimeur, il a payé 350 € à un autre imprimeur qui fait du numérique. C'est pas négligeable. Ça va ?